face à la caméra. Franck Baillier, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de Fiorina Talks. L'objectif est de découvrir tous les acteurs de l'enseignement et on sait que ça devient un petit peu compliqué parce qu'il n'y a plus forcément de différence entre l'entreprise, la formation d'entreprise, les universités d'entreprise, les universités, les business schools ou d'autres acteurs. Et donc aujourd'hui va être l'occasion un petit peu de repréciser le rôle de chacun et éventuellement les relations donc, qui peut avoir. Alors, vous êtes directeur de l'université Capgemini. Peut-être à la fois très rapidement vous présenter, puis dire quelques mots sur cette université et quels sont ses objectifs. Alors bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravi. Moi je suis, alors plus exactement, je suis en charge de la formation, du learning and development comme on dit pour Capgemini en France, pour toutes les activités du groupe pour la France. Alors on a une organisation en matière de formation qui, comme pour un certain nombre de grands groupes, est organisée à différents niveaux. Donc pour le coup, les équipes France font partie ou sont partie intégrante des activités de l'université, mais ce qu'on appelle l'université chez Capgemini, c'est une partie, on va dire, corporate de la formation continue et qui pilote notamment un ensemble de programmes qui concernent des fonctions ou des métiers présents dans tous les pays du groupe, sachant que en plus de cela, nous avons dans notre organisation Learning and Development des grosses équipes locales. En l'occurrence, celle de la France dont je m'occupe est assez significative. Donc voilà, donc, mon rôle est aujourd'hui sur la France, proprement parlé. Le rôle donc de l'université, c'est corporate et c'est de Alors, diffuser une culture générale et des métiers. oui, c'est-à-dire que l'université conçoit, en relation bien sûr avec les métiers qui se trouvent dans les différents pays, conçoit et pilote ou anime des programmes transverses qui concernent par exemple, à titre d'exemple, des grands métiers chez nous, qui sont les métiers d'architecte, qui sont les métiers d'engagement manager, enfin, de gens qui pilotent des projets par exemple. On a des programmes transverses aussi sur la fonction sales, qu'on va retrouver partout, bien sûr, dans tous les pays du monde, et puis sur un certain nombre de programmes de leadership. En revanche, il y a tout un ensemble d'actions de formation qui sont à l'initiative ou coordonnées ou animées dans les pays. Donc on a une organisation à deux niveaux, on va dire, de manière à couvrir les besoins. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, le groupe Capgemini aujourd'hui, son périmètre est encore en train de changer. Jusqu'à il y a peu, nous avions 210 000 personnes réparties dans le monde. Et récemment, nous avons acquis, et vous en avez sans doute entendu parler, la société Altran. Donc, avec ce nouvel actif, le groupe va représenter environ 270 000 personnes dorénavant. Voilà. Dans cette université, vous délivrez des diplômes ou pas? Alors, nous avons des programmes de certification interne, justement sur ces métiers dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont donc voilà, on peut dire des diplômes, des certifications à valeur interne, mais plus que ça, parce que d'ailleurs, on a pour le délivrer des processus qui s'articulent autour à la fois de savoirs, on va dire, académiques, ou en tout cas de savoirs qui ont été acquis via la formation, mais aussi les processus de certification s'appuient sur des savoir-faire et donc sur des preuves de bonne mise en application sur les projets, sur les missions qui sont réalisées par nos consultants ou nos collaborateurs. Donc ce sont des certificats qui sont très prisés en interne et qui ont une reconnaissance externe, enfin pour les gens qui connaissent un peu nos métiers chez nos clients, donc ils sont assez prisés. Encore une fois, je le citais tout à l'heure, les engagement managers, les architectes, mais aussi les équipes de vente. Et nous avons une vraie politique de promotion des certifications dites externes qui sont délivrées pour le coup par notamment nos alliances qui sont les providers ou les grands
éditeurs qu'on trouve sur le marché, donc Google, Microsoft, Amazon, et j'en passe, et qui délivrent aussi des certifications à leurs produits, qui vont concerner là des populations beaucoup plus techniques, hein, de ce qu'on appelle chez nous des software engineers, mais qui sont là aussi prisés et qui sont promus, en tout cas mis en avant en interne, car un gage de professionnalisme sur des sujets très techniques. Et qui deviennent obligatoires pour tous les collaborateurs Capgemini, et ça peut être discriminant à l'embauche si on l'a déjà ou pas? Non, pas du tout. C'est plutôt, alors, discriminatoire, non. Ce sont plutôt la politique est plutôt. Alors, en plus, ces certificats sont multiples, hein, comme vous le savez. Donc, selon les spécialisations de nos consultants ou de nos ingénieurs, bien évidemment, certaines branches ou certains sujets sont plus ou moins prisés. Donc, on va trouver une assez grande variété de dispositifs là-dessus. Donc, ça n'est pas discriminant à l'embauche, mais en revanche, en interne, ensuite, c'est-à-dire qu'en termes de progression, hein, de développement professionnel, c'est forcément quelque chose qui sera à la fois intéressant, important et mis en avant. Pour revenir sur l'université, c'est le salarié ou collaborateur Capgemini qui demande à s'inscrire dans des formations, des programmes de l'université d'entreprise, ou alors c'est son manager ou le service RH. Enfin, on va dire qui est le donneur d'ordre et qui est le client. Alors, je vois sourire, c'est peut-être un débat important. Non, c'est une vaste question. Et puis, on a eu le temps, depuis toutes les années, d'expérimenter ou de faire évoluer notre approche sur le sujet. Alors, la formation a toujours été quelque chose de très important dans ce groupe. Et alors, si je prends l'exemple de la France, par exemple, on y consacre globalement plus de 4,5% de la masse salariale chaque année, globalement, d'investissement sur la formation. Donc, c'est tout à fait significatif. Et je pense que, je vais peser mes mots, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on a une approche un peu globale. Alors, holistique, ça sera un gros mot, j'hésite à utiliser, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'à la fois, en tant qu'institution, en tant qu'entreprise, nous poussons, nous proposons, nous engageons nos collaborateurs à se former en fonction de leurs différents métiers sur des programmes de formation, bien évidemment, qui sont dédiés pour eux. Donc ça, c'est le côté, on va dire, push de la formation. Et à côté de ça, on a développé aussi, alors on a développé plusieurs choses qui visent à mettre le collaborateur en situation de prendre en main son propre développement sur le sujet et sa propre formation continue. Deux exemples que je vais citer. Le premier, c'est que nous avons maintenant une plateforme de formation digitale qui est mise en place mondialement et qui permet à tout un chacun d'aller y chercher des contenus 24 heures sur 24, présentés, enfin, je veux dire, en accès totalement libre et qui est piloté ou en tout cas orienté de différentes manières, mais notamment avec un peu d'intelligence artificielle pour que chacun, en fonction de son profil, se voit proposer et de ses centres d'intérêt, ou en tout cas des centres d'intérêt déclarés ou de ses besoins, se voit proposer des contenus en mode digital. Et nous avons, alors cette plateforme, elle est, on va dire, alimentée par un certain nombre de librairies de contenu, comme on dit, de premier plan. Je vais citer Harvard, Managementor et Spark, je vais citer Coursera, je vais citer Pluralsight, par exemple, pour ce qui est d'un certain nombre de grandes plateformes très connues. Et vous ne créez pas vos contenus. Alors, vous jouez le rôle d'un assembleur. Alors absolument, absolument. Et ça, c'est une nouveauté. D'ailleurs, c'est un des sujets qui alimente, en tout cas qui crée une évolution dans le rôle et le métier de la formation, enfin le métier de la formation dans l'entreprise. Donc là, ça c'est un exemple, c'est-à-dire j'allais dire, mettre à disposition une très très grande richesse de contenu qui est en place aujourd'hui. Un autre exemple, c'est qu'on a développé depuis quelques années, d'ailleurs à l'initiative de la France, en approche très bottom-up, comme on pourrait dire, une plateforme de peer-to-peer learning, on peut l'appeler comme ça, qui permet là aussi à tout un chacun, soit de proposer, parce que je considère être un sachant sur un domaine reconnu, donc je propose des contenus ou en tout cas
des slots pour échanger avec qui sera intéressé, où que ce soit dans le monde. Donc ça, c'est l'offreur. Et puis, en tant que demandeur, tout un chacun peut là aussi faire un appel en disant, voilà, je suis intéressé par tel sujet. Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus, voilà. Et donc, cette plateforme de peer-to-peer learning, on va dire, est utilisée aujourd'hui par un peu plus de 70 000 personnes dans le monde. Elle s'est mise en place progressivement. Voilà, deux grands exemples qui montrent qu'en fait, quand je disais une approche globale, c'est qu'on cherche à équilibrer au maximum à la fois la responsabilité qui est la nôtre, bien évidemment, de former, de guider, d'orienter les compétences qui sont nécessaires pour nos métiers. Et Dieu sait si elles bougent, hein, parce que dans les métiers du conseil et de la technologie, mais tout ça bouge à une vitesse infinie. Donc il faut vraiment être à la pointe. Et dans le même temps, faire en sorte que chaque collaborateur puisse aller puiser, chercher, trouver ce dont il a besoin à l'instant T. Parce que c'est ça, je crois, l'enjeu aujourd'hui de la formation. D'accord. Si on en revient là, au premier projet en disant l'assemblement, une bibliothèque de contenu, est-ce que vous labellisez et présélectionnez dans chacun de ces opérateurs ou plateformes des formations ou alors c'est vraiment global et tout le monde peut s'y retrouver, enfin tout le monde peut trouver son bonheur, même si c'est éloigné de son champ de compétences ou de son champ professionnel? Alors, tout le monde peut trouver son bonheur, c'est sûr. Parfois, c'est un peu déroutant, c'est-à-dire que certains peuvent être un peu perdus parce qu'il je crois, je ne les ai pas comptés, hein, mais je crois qu'il y a 320, 350 000 briques de contenu dans tout ce qui est assemblé, donc vous imaginez. Alors, c'est pour cela que métier par métier, j'allais dire, en fonction des priorités, nous assemblons en mode Lego finalement des parcours qui sont des parcours, là aussi, en mode digital learning, hein, donc de e-learning. Alors ça, c'est première chose, c'est-à-dire préassembler des parcours que l'on peut pousser, proposer à telle ou telle population. Et ce qu'on fait aussi, parce qu'on sait très bien, et là aussi, ça dépend des cultures, selon les pays, mais on sait très bien que vous avez beau proposer un magnifique magasin de jouets à tout le monde. Il y a des gens qui se promènent dans les allées sans savoir quoi prendre, quoi faire et où aller. Donc, il faut guider. Et il faut non seulement guider en proposant des parcours, mais aussi faire ce qu'on appelle du blended, c'est-à-dire que certains de ces parcours, un certain nombre, j'allais dire, sont proposés avec des temps forts d'ancrage en mode collectif, donc sous forme, alors depuis le Covid, en mode virtuel classroom, comme on dit, hein, mais avant et après, ben, ce sera aussi en mode présentiel. L'idée étant de dire, oui, il est indispensable de permettre au plus grand nombre d'aller chercher des éléments de savoir, j'allais dire académiques ou équivalents quelque part, mais ce qui est surtout important, c'est de s'assurer, un, de l'ancrage, et deux, de l'applicabilité ou en tout cas de l'usage qu'on va en faire sur les projets chez les clients. Et c'est ça qui prend toute sa valeur, et on le fait sur un certain nombre de programmes, qui est justement de permettre aux gens de confronter leurs expériences, voilà, de capitaliser sur les enseignements qu'ils ont tirés. Donc, et ça, c'est vraiment, je trouve, une évolution. Hein, franchement, nos métiers moi-même, je ne suis pas dans ce métier de la formation depuis si longtemps que ça. J'y opère depuis bientôt 4 ans maintenant. Avant, j'étais dans d'autres fonctions dans ce groupe. Mais c'est ce qui rend les choses passionnantes, parce que je pense que jamais, pendant très longtemps, l'information n'avait évolué autant que ces dernières années, à la fois par les outils qui sont proposés, mais aussi par la richesse des dispositifs qu'on peut imaginer et créer, quoi. Je suis entièrement d'accord. Puis le Covid, en fait, n'a fait qu'accélérer Absolument. et a obligé, donc, en sachant qu'on était déjà dans toutes ces réflexions. Bon, vous Absolument. évoquiez la partie online et les classes virtuelles. J'ai oublié de vous poser la question. Cette université Capgemini, elle est totalement virtuelle ou est-ce qu'il y a du physique et des locaux bien identifiés? Ah oui, alors, les locaux, hein, on a un centre de formation mondial qui se trouve à Chantilly, hein, donc
avec un château du XVIIe, XVIIIe siècle, mais avec un très grand parc et puis des installations extrêmement modernes. Donc dans le monde d'avant, c'est là qu'on réunissait un certain nombre de collaborateurs pour des séminaires. Bien évidemment, j'allais dire, cette université physique ne peut pas accueillir la totalité de nos collaborateurs sur tous les programmes. Donc, dans chacun des pays sur les sites, on a aussi des centres de formation. Donc, par exemple, sur la France, alors il se trouve que cette université mondiale est en France, mais pour ce qui est de la France et des 25 000 collaborateurs français, nous avons aussi sur notre site principal à Issy-les-Moulineaux un centre de formation dédié pour là aussi démultiplier tout ça. Donc, oui, il y a du vrai, il y a du réel, il y a du brick and mortar derrière tout ça. Mais depuis un an, nous avons aussi appris à mettre en place, organiser j'allais dire des grands événements de formation internationaux en mode virtuel, c'est sûr. Là aussi, nous avons nous avons accéléré dans ces approches-là. Vous avez parlé de toute l'utilisation des plateformes, la définition ensuite de parcours métier, en parcourant la page internet de présentation de l'université Capgemini. J'ai été agréablement surpris de la grande diversité des modalités pédagogiques. Comment vous vous organisez en termes de pédagogie? Vous avez que des profs en interne, vous avez des référents, des consultants, des relations avec d'autres établissements. Comment ça fonctionne pour, on va dire, assurer la qualité pédagogique de l'ensemble du dispositif? Là aussi, vaste question. Alors, je dirais un peu de tout cela, c'est-à-dire, alors, par quoi commencer? On a d'abord, comment dire, nos métiers évoluent vite, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est la transmission de pair à pair ou ainsi de suite. Donc, on a dans les différents métiers des réseaux de sachants, comme on dit, enfin, qui sont intéressés par la transmission et qu'on mobilise pour cela, et qui sont, pardon, voilà, et qui sont nos formateurs, et qu'on forme et qu'on habilite là aussi. Donc, ils ont un parcours du combattant pour s'assurer que non seulement ils sont sachants, mais en plus ils ont un talent pédagogique et l'envie de progresser sur ces domaines-là. Donc, on anime des réseaux par pays de formateurs internes qui délivrent les programmes qui sont définis. Voilà, ça, c'est une chose. À côté de cela, nous avons aussi tout un réseau de professionnels de la formation hein, que l'on sollicite, donc qui sont des facilitateurs externes, alors qui sont soit indépendants, soit dans des cabinets, soit dans des institutions académiques. Et puis par ailleurs, nous contractons aussi, nous travaillons avec des grandes écoles, avec des acteurs économiques pour bâtir des programmes spécifiques. Alors, dans ce cadre-là, pour prendre cet exemple, je ne sais pas si vous avez vu, nous avons brandé cette approche sous le nom de l'école by Capgemini. Nous avons souhaité sur quelques parcours pour lesquels quelques grandes thématiques sur lesquelles nous avons besoin particulièrement de préparer l'avenir. Nous avons souhaité construire un concept un peu novateur qui consiste à bâtir des programmes, non pas tout seul, Capgemini tout seul, mais en nous associant sur un thème donné avec deux acteurs. Un acteur académique de premier plan, donc c'est une grande école, et un acteur technologique de premier plan, donc un vendor. Voilà. Et donc, on a lancé cette approche-là depuis 2 ans et demi maintenant, et on commence à construire plusieurs approches. Donc, on travaille avec certains de vos confrères donc à qui on a proposé, qui ont soumissionné. Enfin, on a tout un process de construction et c'est de la co-construction. Et l'enjeu, sur ces parcours-là, c'est de combiner les approches, quoi. C'est-à-dire que l'approche d'un acteur académique, c'est pas la même que celle d'un technologue, enfin d'une boîte de technologie, et c'est pas non plus la même la nôtre qui est celle de gens
j'allais dire, très, très engagés auprès de nos clients dans l'action. Donc, cette combinatoire de 3 acteurs nous fait concevoir à la fois des programmes riches hein, et surtout, là aussi, qui vont nous permettre non seulement de former les gens chez nous, mais aussi d'avoir la possibilité de former des acteurs chez nos clients. Parce que de plus en plus, sur des sujets un peu pointus, qu'est-ce qu'on observe? On observe que alors, les exigences de nos clients sur les programmes de transformation digitale sur lesquels on intervient, que ce soit en data, en cloud, bon, eh bien, ont des exigences très fortes, c'est sûr. Les technologies évoluent très très vite. Et très souvent, il est très important de constituer des équipes, très souvent internationales, mais avec les mêmes niveaux de savoir. Ou voilà. Donc, qu'on soit Capgemini ou chez le client, il faut que ces équipes aient les mêmes, j'allais dire, les mêmes réflexes, les mêmes éléments de connaissance. Donc, dans certains cas, ce concept-là nous permet en effet d'aligner les compétences sur les programmes, sur les projets clients, et donc d'aller plus vite et d'être plus performants ensemble, là aussi au service de la transformation de notre client. D'accord. Donc, si je comprends bien, dans le futur, les missions que vous réalisez doivent comporter une composante de formation et dans lequel vous venez avec votre propre écosystème de spécialistes, partenaires, assembleurs pour assurer Alors, voilà. cette mise en norme ou un niveau équivalent pour tout le monde. Alors, oui, au sens où nous sommes sur des métiers de savoir hein, par essence. On est un métier de service, mais donc un métier de savoir par essence, sur des savoirs qui changent très, très vite. Alors, il y a à la fois des constantes, mais il y a aussi en matière de technologie des évolutions très, très fortes. Donc, à la fois la flexibilité est très importante, c'est-à-dire de savoir faire évoluer tout ça très vite. Et au-delà de la flexibilité, il nous faut, j'allais dire, en permanence, être sûr qu'on reste au top. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de s'endormir sur ces sujets-là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça nous oblige à avoir une approche un peu globale, c'est-à-dire à la fois de proposer, de former, de proposer à nos consultants, à nos équipes des contenus très riches, très variés, mais aussi euh, leur donner la possibilité d'aller plus vite que ce que l'entreprise serait capable de faire. Et on le voit bien aujourd'hui, nous on recrute énormément de jeunes qui sortent d'école ou qui ont quelques années d'expérience. Il y a une très forte appétence sur ce sujet-là. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on observe, ce que les enquêtes nous montrent, c'est que le critère qui est je choisis une entreprise, enfin, le critère de choix d'une entreprise sur le thème est-ce que je vais apprendre, qu'est-ce que je vais apprendre, à quel rythme, est un élément fondamental, enfin, qui apparaît en top liste. Voilà. Et donc, c'est un enjeu vital pour nous d'attractivité, d'une part, mais aussi ensuite de réussite et de performance sur nos marchés, que d'adapter en permanence les compétences de nos collaborateurs à ces exigences. L'université est accréditée CLIP, donc de l'EFMB. Est-ce Oui. que c'est important pour vous d'avoir cette accréditation et qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, ça l'est, bien sûr. Bah, c'est une reconnaissance très claire hein, sur le marché, à l'externe. Alors moi, je ne fais pas partie des équipes qui ont préparé, ou en tout cas qui en permanence, maintiennent le sujet. Donc je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet, mais c'est important pour nous, oui, d'être considéré, enfin d'être un acteur reconnu, enfin en tout cas euh, considéré comme tel sur ces sujets-là, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, voilà, la formation est un élément intrinsèque de notre raison d'être et de la performance globale de l'entreprise. La dernière question, et c'est le rituel quand c'est moi qui interviewe, on inverse les rôles. Quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Alors, je sais, et parce que j'ai fait partie d'un jury très récemment qui a reconnu la qualité de l'approche de GEM dans finalement la transformation de vos parcours dans j'allais dire, grande école virtuelle, enfin l'accueil des nouveaux étudiants. Enfin, c'est une initiative là aussi poussée sans doute par le Covid, mais voilà, ça c'est un sujet que faisant partie du jury, j'ai trouvé extrêmement intéressant comme une approche
très novatrice pour renouveler finalement c'est ça, la relation entre une grande école et des étudiants qui perdus, enfin, sont obligés de se former à distance. Donc voilà, c'est un sujet je serais très intéressé à en savoir plus, parce que je crois que là-dessus, vous êtes très innovant et je pense que c'est un signal très fort que vous envoyez aussi aux jeunes générations, qui est de dire on peut se former sous des formats, sous des schémas très différents, et une université, oui, virtuelle en tout cas, dans lequel on va quand même créer du lien sous un format nouveau. Je trouve que c'est très original. Donc voilà. Merci. Pour nous, il y a deux niveaux de réflexion. Le premier niveau, c'est la salle de classe du futur et l'école du futur. Qu'est-ce que l'on va enseigner aux étudiants et comment. Et c'est vrai que comment la formule hybride permettant de combiner à la fois du présentiel et du distanciel est un élément intéressant, surtout pour nous qui sommes une école internationale avec des étudiants dans le monde entier. Donc, il y a cette réflexion. Et puis, le deuxième niveau de réflexion, c'est toute la définition de l'expérience étudiant. Et l'expérience étudiant, c'est tout le parcours que va faire l'étudiant dans l'école. Et on le voit bien. Et comment j'étais ravi quand je vous entendais en disant il y a bien évidemment la salle de classe, et c'est important par rapport à l'attente d'une grande école. Il y a également tout ce que fait l'étudiant en dehors de la salle de classe, de manière traditionnelle, en entreprise sous forme de stage ou en alternance, la vie associative qui permet beaucoup de projets, la participation à des conférences et autres. Mais on s'aperçoit de plus en plus que les étudiants vont apprendre ailleurs, sous forme de MOOC, sous forme de hackathon ou d'autres éléments. Et si on combine un petit peu les deux, ben, on s'est dit il faut créer de la valeur. Et pour nous, dans le début d'une promo, c'est important que les étudiants découvrent qui nous sommes, nos méthodes de travail, la création de valeur que vous évoquiez, hein, en disant ça doit faire sens. On a traditionnellement un défi de rentrée, et ce défi de rentrée, cette année, on ne pouvait pas le faire en présentiel parce qu'il y avait le Covid. Et donc, on a décidé de le faire sous forme d'une plateforme immersive, mais avec derrière une logique de gaming, de jeu, avec tout un scénario dans lequel l'étudiant est obligé de s'impliquer. Hein, et on voit bien qu'on va bien au-delà d'un simple cours à distance en tant que tel. Il faut créer des parcours, il faut créer des animations. Il y avait donc tout un back-office et des animations donc régulières qui ont bien plu, qui pour moi m'ont interpellé à plus d'un titre, hein, notamment quand je fais les discours d'accueil des étudiants. On a des promos de plusieurs centaines d'étudiants. Bon, bien évidemment, il y a l'art oratoire, on aime bien les voir rigoler et autres, mais bon, c'est un peu plus compliqué d'avoir une relation plus ou moins personnalisée. Par contre, avec cette plateforme, je les voyais intervenir sur le chat avec différents messages, etc. Et donc, oui, enfin, comment ça amène beaucoup de choses. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, mais au contraire, voir dans quelle est la complémentarité. Et pour finir, vraiment revenir à comment j'organise l'expérience étudiant et comment faire en sorte que l'étudiant il puisse à la fin avoir la culture de l'école, les méthodes de travail, des cours. On est également une école généraliste avec différents types de spécialisation. Donc, comment on peut organiser tout cela. Donc, c'est des chantiers passionnants. C'est beaucoup de transformations, beaucoup de changements, aussi bien du côté des étudiants. Hein, on a des étudiants, alors on s'aperçoit on a des différences de comportement comme vous en fonction des cultures des étudiants français et étrangers. On a pour les étudiants français des étudiants qui viennent avec 20 ans d'un système classique dans les pattes, et sans connotation négative dans mes propos, mais c'est vrai que ça fait un peu un choc. Donc il y a toute cette transformation, il y a les profs, il y a l'accompagnement que vous évoquiez aussi. Je crois que trop souvent on pense que c'est bon, on sait faire un cours en face à face, on va être bon en distanciel. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Il faut préparer, il faut accompagner. Il ne faut pas penser qu'il y a une logique économique derrière. Donc oui, ce sont des chantiers absolument fascinants. Colossaux et fascinant. Mais voilà, c'est un monde en pleine mutation, et en tout cas, merci pour cet éclairage, parce que je trouve que cette initiative est extrêmement, enfin, de grande valeur dans le monde d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Et puis, Merci à vous. Bonne continuation à vous. Et puis, qui sait comment, à un moment donné, les chemins de Capgemini et de GEM se croiseront pour différentes actions. Avec plaisir et sans nul doute. Sans nul doute. Merci beaucoup.